Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Alain Minc. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Vous publiez donc Une humble cavalcade dans le monde de demain. C'est aux éditions Grasset. C'est votre 37e, 38e Par là, dans ces zones-là. ouvrage. C'est un peu le Woody Allen de la littérature, non? Mais vous et moi, on a vérifié avant. Il a commencé 15 ans plus tôt. Oui, on a regardé hors antenne, je lui ai posé la question. J'espère tenir encore 15 ans. Un par an, encore, il faut continuer. Bon, dans ce nouvel opus, il y a ce petit mea culpa en début de livre où vous avouez, vous êtes trompé dans vos prévisions, dans certaines de vos prévisions. 10 ans auparavant, c'était dans ce monde qui vient, c'est ça? Qu'est-ce que vous n'avez pas vu venir? Non, je n'ai pas vu venir la nature de la crise de 2007. C'est-à-dire, je pensais qu'on aurait un spasme comme on a eu un jour en 87, en 97, en 2002. Je ne m'attendais absolument pas à une crise qui est une crise dont le précédent épisode était 1930, c'est-à-dire une crise du système bancaire. Et donc une crise nécessairement beaucoup plus rude qu'un spasme des marchés financiers. Donc voilà cet exercice. Mais qu'on a évité parce qu'on a retenu les leçons de l'histoire. Ah mais tout à fait. Je veux dire, si en 1930, les gouvernements des principaux pays et les banquiers centraux avaient fait ce qui a été fait en 2007, on aurait peut-être évité l'ampleur de la Grande Dépression, peut-être le nazisme, peut-être la guerre. Donc il faut bien garder ça à l'esprit. Et il est évident que dans la mesure où les bases universitaires de Bernanke étaient l'étude de la crise de 1930, ça a joué un rôle dans la politique très intelligente et très audacieuse qu'il a menée, à l'instar de la Banque Centrale Européenne. Qui a fait pareil, mais 5 ans après. Non, 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 la Banque Centrale Européenne a réagi en 2007 plus vite que la Fédérale Réserve. Le quantitative easing en Europe, il est venu 4 ans après. D'accord, non, mais en réalité, non, mais il faut rendre à César ce qui est à César, et en l'occurrence à Jean-Claude Trichet. Quand les fonds de la BNP ont été fermés en août 2007, 2 jours après, Trichet a injecté 75 milliards d'euros dans le système. La Fédérale Réserve n'avait pas mesuré ce qui se passait et elle l'a fait beaucoup plus tard. Et je ne parle pas de la Banque d'Angleterre qui a dû attendre la faillite de Northern Rock pour intervenir. Donc, alors c'est vrai que le quantitative easing a été inventé un peu plus tôt aux États-Unis qu'en Europe. Mais les banquiers centraux ont fait leur boulot et les gouvernements ont fait leur boulot. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des politiques restrictives comme on en a eu dans les années 30, ils ont eu des politiques expansives, dont on voit d'ailleurs le produit dans le niveau d'endettement, mais il fallait le faire. La question, c'est que si on était devant un phénomène du même ordre, il est difficile d'imaginer que les États s'endettent à nouveau d'environ 30% de leur PIB, et d'autre part... Qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus de munitions aujourd'hui. On fera la même chose quand même, mais ça sera moins efficace, c'est-à-dire qu'on baissera à nouveau les taux, on fera des taux négatifs, il y en a déjà. On fera du quantitative easing à grande volée, mais l'effet sera nécessairement plus faible parce que plus marginal. Mais cela dit, moi je ne crois pas, mais là je fais une prévision qui va peut-être être à nouveau démentie sur ce plan-là. Je ne crois pas à une crise. Je crois qu'on aura un spasme boursier. Je ne sais pas quand, bien sûr. Qu'on n'a pas eu là en février. Non, ça c'est rien. C'est une risette sur l'eau de mer. Quand Dow Jones perd en la journée 8%. Oui, mais on est dans des univers volatiles. Il a repris, il a fait plus de la moitié du chemin après une hausse extrêmement importante. Donc, je crois qu'on n'aura pas en revanche une crise bancaire parce qu'il s'est passé en 10 ans quelque chose. Les banques ont renforcé massivement leurs fonds propres. Aujourd'hui, la rentabilité d'une banque, c'est de l'ordre de la rentabilité d'un service public. Bizarrement, les banques, fussent-elles privées, sont devenues une sorte de service public. Ça veut dire que les fonds propres ont doublé. Le bénéfice est le même, mais sur des fonds propres doubles. Donc les banques ont la capacité d'encaisser, me semble-t-il. Donc une nouvelle crise bancaire est selon vous, est à proscrire Je ne vois pas une crise bancaire, mais je vois bien une crise des marchés, oui. Alors elle aura des répercussions bancaires, mais pas du même ordre. D'où viendrait l'étincelle? C'est compliqué. J'en sais rien. Je peux vous dire que, d'abord, il faut bien voir que seule la moitié des flux, nous la maîtrisons. Ce sont les flux qui, peu ou prou, passent à travers le système bancaire. Le shadow banking est aussi important
que l'économie, que le banking officiel. Il faut expliquer ce que c'est. Le shadow banking, c'est en réalité à la fois des gestionnaires de fonds, des mécanismes de prêt qui sont faits en dehors des régulations bancaires. Exactement. Parce qu'ils sont faits à partir de sociétés qui ne sont pas des banques et qui sont très souvent installées. Même en France, même en Europe. Mais non, mais on en fait, le système européen en fait en passant par les offshore, les mêmes offshore que les Américains. Donc, il y aura quelque chose. Comment un spasme du shadow banking se répercutera sur les banques telles qu'elles sont? Certainement, mais pas au point d'arrêter le système. On a atteint en 2008, à l'automne 2008, un moment d'extrême folie. Vous aviez les banquiers dans n'importe quel pays qui recevaient la garantie de l'État, qui leur disait « vous ne ferez pas faillite ». Et néanmoins, ces banquiers ne voulaient pas se prêter entre eux. Ça veut dire qu'ils considéraient que la garantie donnée à leurs voisins ne valait rien, ce qui veut dire aussi qu'ils savaient ou ils pensaient que la garantie donnée à leur propre établissement ne valait rien. Là, ça a été un moment d'extrême délire. Il faut bien comprendre que la solution en 2008 a été inventée par les Anglais, toujours pragmatique, dans le plan de Gordon Brown qui a précédé le plan de l'Eurogroupe, où il a décidé non seulement de garantir les banques, mais de garantir les prêts entre banques. Ce qui est quand même, si vous raisonnez, absurde. Eh bien, ce fut très efficace. Quand on est face à des angoisses inconscientes, il faut jouer sur des paramètres qui ne sont pas que les paramètres de la raison. Mais ces angoisses inconscientes, pourquoi c'est le propre de l'homme et il y aura d'autres angoisses, d'autres spasmes, comme vous dites Oui, enfin, entre le spasme de 1930 et le spasme de 2007, il y a 77 ans. Donc si nous avons la prochaine crise bancaire dans 72 ans, 73 ans, ça va. Oui, est-ce qu'on sera encore là pour voir ça? C'est un autre sujet. Et ce qui se passe, encore une fois, sur les taux d'intérêt à long terme, après on revient au livre, puisqu'on parle des marchés, les taux longs américains, c'est un vrai sujet aujourd'hui. On se dit qu'on est autour de 3% quasiment. C'est un retour à une forme de normalisation. Oui, les taux. Est-ce qu'on sait qu'il y a beaucoup de portefeuilles obligataires gorgés de gens qui ont acheté des obligations avec des taux qui étaient beaucoup plus bas. Et derrière, ça peut faire mal si ça remonte trop vite. Ah non, mais à la fin, il y aura un solde qui sera payé par les épargnants du monde entier. Mais dans les crises financières, à la différence des crises bancaires, il y a des pots cassés, mais qui paye les pots cassés? Les épargnants du monde entier. Quand sont les épargnants du monde entier? C'est émietté. C'est très désagréable pour chaque épargnant. Quand je dis épargnants, ce ne sont pas nécessairement les individus, c'est les fonds de retraite des ouvriers américains ou des fonctionnaires américains de la même manière. Mais il n'y a pas ce que nous avons vécu qui était une thrombose. C'est-à-dire, on a vu à un moment le système se congeler complètement. Or, les banques, c'est l'oxygène de l'économie. Donc, le jour où l'oxygène de l'économie ne circule plus, ben la nécrose est là. Bon, dans ce nouveau cru, on vous sent aussi très préoccupé, donc une humble cavalcade dans le monde de demain. Dans le premier chapitre, par quoi? Par le creusement, c'est un sujet d'actualité, mais qui est depuis un petit moment, le creusement inexorable des inégalités dans le monde. Je vous lis, toute la richesse créée depuis un quart de siècle est allée à cette étroite minorité et en son sein de façon prépondérante aux privilégiés d'entre eux. Les 0,01% avec pour conséquence une stagnation, voire une légère baisse du pouvoir d'achat moyen du reste de la population. Mais Alain Minc, vous n'êtes pas naïf au point de croire de découvrir que le capitalisme, ça génère de l'injustice et de l'inégalité. Mais vous m'avez bien lu. Je dis que le capitalisme génère de l'inégalité et de l'efficacité. Quand il tourne à pleine vitesse, il génère beaucoup d'efficacité et beaucoup d'inégalités. Alors les inégalités économiques, d'abord, elles peuvent être d'ampleur différente. Il faut bien voir ce qui s'est passé entre les États-Unis et l'Europe. Il y a 30 ans, le 1% le plus riche en Europe prélevait 8% de la richesse nationale. Aujourd'hui, c'est à peu près la même chose. Aux États-Unis, le 1% le plus riche prélevait 8% de la richesse nationale, comme chez nous. Aujourd'hui, il en prélève plus de 20%. C'est le résultat qui entraîne à ce moment-là une pyramide des revenus qui fait que le revenu moyen n'a pas progressé et que de ce point de vue, il y a eu une paupérisation du bas de la classe moyenne américaine dont M. Trump, qui est un politique habile, à défaut d'être un homme rassurant et sympathique, a su tirer parti. Donc, les inégalités économiques avec nos systèmes fiscaux, on peut plus ou moins les contenir. Là où nous sommes beaucoup plus responsables, parce que ça ne relève pas de la machine économique, ça ne relève pas du capitalisme, ça ne relève pas de la mondialisation. Ce sont les inégalités culturelles, éducatives, sociologiques. Bah oui. Bon, et ça,
nous n'avons qu'à nous en prendre qu'à nous-mêmes. Si aujourd'hui l'ascenseur social en France fonctionne moins bien qu'il y a 30 ans, si le nombre d'enfants de milieu modeste a été divisé par 3 à l'école polytechnique par rapport à il y a 30 ou 40 ans, si en réalité le capital culturel a pris de plus en plus d'importance pour réussir dans le système éducatif français, il est bien mieux d'être fils de prof au Collège de France que fils de tycoon capitaliste. Ça, c'est pas la mondialisation, c'est nous. C'est notre système que nous avons mal géré. Et donc, là, nous devons nous en prendre qu'à nous-mêmes. De même que par rapport à l'antienne qu'on entend, la mondialisation crée la paupérisation de l'État-providence et crée le chômage. Il y a des pays capitalistes, les pays scandinaves, les Pays-Bas, l'Allemagne dans certaines mesures, qui vivent dans le même univers que nous, qui sont beaucoup plus exposés que nous à la mondialisation. L'exposition de l'Allemagne à la mondialisation, c'est le double de la nôtre. Ouais. Il n'y a pas de chômage. Le welfare state tient bon. Et quant aux inégalités culturelles qui sont déconnectées, elles ont été réduites. Il y a plus de précarité quand on voit en Allemagne qu'en France, c'est la réalité aussi. Non, il n'y a pas plus il n'y a pas plus de précarité en Allemagne qu'en France. Il y a des petits jobs qui ont été créés, oui. D'accord. Mais quand vous vous baladez... Il y a millions de gens quand même qui sont concernés. Et en France, vous avez combien de gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté? Non, ça c'est l'argument de la France insoumise, mais je n'imagine pas que vous pouvez le faire vôtre. Mais justement, l'émergence, la montée en puissance de personnages comme Jean-Luc Mélenchon, Jérémy Corbyn au Royaume-Uni ou encore Bernie Sanders, ce sont des symptômes justement de ces inégalités, pas seulement financières, je vous ai bien lu, sociologiques, géographiques, culturelles. C'est évidemment un symptôme. Le paradoxe, c'est que les jeunes, car ce sont les jeunes qui sont pour eux, se mettent en marche, enfin pas en marche dans le cas d'espèce, parce que c'est un mot réservé, mais se mettent en mouvement derrière des hommes publics très âgés, qui ont, pour certains d'entre eux, près de 80 ans. Bon, mais d'abord, il y a un problème pour les États-Unis et pour l'Angleterre que, Dieu merci, nous n'avons pas. C'est le coût des études supérieures. Je veux dire, aux États-Unis, pour faire des études supérieures sans inquiétude, il faut être ou très riche ou très pauvre et avoir une bourse. Quand vous êtes au milieu, dans la classe moyenne, vous vous mettez pour 5 ans d'études supérieures ou 6 ans d'études supérieures, 300 000 $ à rembourser toute votre vie. Bon, ça, c'est un sujet d'inquiétude, d'inégalité qui mobilise les jeunes. En France, de ce point de vue, ce qu'on pourrait appeler le socialisme éducatif français nous met heureusement à l'abri de cela. Mais c'est vrai que la montée de ces 3 hommes, Corbyn est sur le point de devenir un jour Premier ministre, c'est très possible. C'est avec un programme qui est un programme qui revient en arrière. On ne pensait pas voir un gouvernement ou un potentiel gouvernement dans les années qui viennent renationalisé. Le fera-t-il, j'en sais rien. Mais on pensait que le terme était sorti de la sphère économique. Du vocable, ouais. Donc il faut toujours considérer que rien n'est jamais acquis. Bon. Et qu'est-ce qu'on fait pour éviter justement l'onde de choc sociétal qui découlerait justement de ces inégalités, de cette aggravation des inégalités, et qui prendra la forme d'un populisme protestataire et quasi révolutionnaire. Qu'est-ce qu'on fait? Non, pas nécessairement quasi révolutionnaire, quasi réactionnaire, oui. Ben, c'est ce qui se passe. Ce qui se passe, la montée des populistes dans nos pays. La victoire des populistes à l'Est est une incroyable interpellation. Je veux dire, la naïveté qui était de penser que l'histoire allait s'arrêter après la chute du communisme, je pense qu'on en est maintenant débarrassé. Alors après, ça, la question est très liée à la politique pure. Je crois qu'on ne répond au populisme qui d'habitude rime avec extrémisme qu'avec ce qui s'est passé en Espagne d'abord et en France, c'est-à-dire ce que j'appelle un populisme mainstream. C'est-à-dire les armes du populisme tournées contre les populistes extrémistes au profit de convictions pro-européenne, pro-économie sociale de marché, c'est-à-dire contourner les partis politiques, dire qu'on fait la politique en s'adressant à la société civile. Espagne, Ciudadanos, qui va gagner très probablement les élections. Enfin, si Ciudadanos gagne, ça veut dire que 2 des 4 grands pays de l'Europe continentale auront mis en place ce populisme mainstream. C'est ce qu'a fait Emmanuel Macron. C'est ce que j'ai exactement. Son raisonnement était de dire il faut sus aux élites en place pour renouveler les élites. C'est la grande différence avec le populisme extrémiste qui dit pas d'élite. Un pays sans élite, ça n'existe pas. Ou alors vous avez à ce moment-là un accaparement par des mafieux du pouvoir qui a contourné les partis politiques.
c'est la preuve de son mouvement, qui joue sur des ressorts beaucoup plus proches des nouvelles technologies, ça a en effet marché. Et je pense qu'on peut contourner le vieux monde politique sans passer à un extrémisme qui était celui des populismes classiques. Il a conscience de tout ça, selon vous, le président Macron, justement, de ces menaces, entre guillemets, de révolte populaire, liées aux injustices, liées aux inégalités, liées à la fracture territoriale, liées à... Parce qu'on sent qu'il a envie d'insuffler une onde de choc positif. On sent qu'il cherche à insuffler un choc de confiance. L'avantage d'avoir un intellectuel au pouvoir, contrairement à ce que pensent les populistes extrémistes, c'est qu'il en sait autant sur la société française que vous et moi. Hein. Et quelle réponse politique il apporte? La réponse politique qu'il a apportée dans sa victoire... Elle est d'abord économique, elle est économique. Écoutez, aujourd'hui, le regard du monde sur la France a été métamorphosé. Oui. Moi, je me balade beaucoup à l'étranger. La dernière fois où j'avais été fier de mon pays, c'était au moment de la victoire dans la Coupe du Monde 98. On est fiers d'être Français. Les Français sont considérés désormais comme un peuple mobile, actif, entreprenant et dynamique. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu avant? Donc il a déjà changé ça. Or lui sait, ce que François Hollande ignorait, c'est qu'il n'y a pas deux facteurs de production, le capital et le travail. Il y en a trois. La confiance. Le capital, le travail et la confiance. Ouais. Et il a joué le levier de la confiance au maximum. Maintenant, ça, c'est limite aussi. Ça, c'est limite. C'est bien d'abord de jouer la confiance. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Fort de la confiance qu'il a créée, il essaye, au fond, de résoudre les problèmes qui n'ont pas été résolus depuis 30 ans. Il faut aller sur ces réformes explosives. On le voit bien, la fonction publique, avec ses plans de départ volontaires, avec ce report contractuel avec la SNCF. Il faut les ouvrir, ces dossiers. Évidemment qu'il faut les ouvrir. Les autres pays les ont ouverts. Elles sont explosives pour l'instant dans votre vocabulaire. Elles ne le sont pas encore dans les faits. Il y aura un conflit social. On y va. Il y a un conflit social. Il le gagnera, car c'est quelqu'un qui ne recule pas. Et de ce point de vue, ce sera, je pense, un conflit cathartique. Si le conflit à la SNCF est gagné par Macron, ce dont je suis convaincu, on se dira que beaucoup de choses est possible en France. Premier conflit social dur qui attend pour le coup le chef de l'État, on n'a pas vu ça au moment de la réforme du Code du travail, alors que sa popularité pour le coup, vous avez vu, est revenue à son étiage au début de mandat. C'est plus dur de réformer quand on est... Non, en monarchie, non. Bon, après, il y aura le jugement du peuple. Ce jugement du peuple, il viendra essentiellement en 2022. Entendu le mot réformer quand on fait 2% de croissance. C'est le moment de réformer. Non, mais il a un contrat avec la Providence. C'est baraque incroyable. C'est évident, et tant mieux. Évidemment qu'avec 2% de croissance. Aujourd'hui, on a 9% de chômeurs. Vous avez nombre d'entrepreneurs qui vous disent « mon goulot d'étranglement, c'est l'emploi. Je ne trouve pas les travailleurs dont j'ai besoin. » C'est ahurissant, déjà sur notre système de formation. Donc il a bien raison de vouloir donner un coup de pied dans cette fourmilière. Bon, et c'est plus facile, en effet, de réformer le droit du travail au moment où la croissance est là que quand elle n'est pas là. Bon, heureusement qu'il on a peur de casser la croissance. En France, on a toujours peur de réformer parce qu'on se dit s'il n'y a pas trop de croissance, ça sera encore pire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend? On entend les observateurs qui disaient ce pays est irréformable dire je m'inquiète, il fait trop de réformes en même temps. Mais non, et on fait pas sur la trop de réforme de réformes. l'État, on n'a encore rien vu, qui est comme le gros. Oui, enfin quand vous annoncez que vous allez passer au contrat court et que vous allez embaucher beaucoup moins sous statut, sauf dans les métiers régaliens, vous annoncez quelque chose qui est quand même très visible, qu'on n'a jamais vu. Je veux dire les nouveaux cheminots seront embauchés suivant les règles du droit du travail, ce que les Français peuvent comprendre. Je veux dire, qui soutiennent d'ailleurs aujourd'hui à 70%. Beaucoup de ces réformes ne relèvent que du bon sens. Et je pense que le pays a mûri. Et c'est pour ça que la référence à 95 me paraît erronée. Bon, dernier mot parce qu'on manque de temps. Je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus. C'est dans l'actualité, c'est sur le dollar. Je ne sais pas si tu es un expert des devises, mais il se passe quelque chose quand même. Le dollar a perdu quand même près de 15% du terrain face à l'euro depuis maintenant un an, même si depuis quelques jours, depuis le discours de Jérôme Powell, il a repris 1 ou 2%. Mais on a quand même dans l'histoire, et vous avez une focale longue sur ces événements, quand on voit les déficits budgétaires et courants aux États-Unis qui dépassent aujourd'hui les 6%, quand on les cumule, on sait qu'historiquement, c'est un seuil dans le passé où on a vu une glissade du dollar. Est-ce que pour vous, cette baisse du billet vert ne fait que commencer? Parce qu'elle sera problématique. Logiquement, le dollar devrait baisser. Le niveau de remontée des taux joue dans l'autre sens. Le point d'équilibre entre les deux, je n'en ai aucune idée. Et à mon avis, M. Powell non plus.
presque un dollar fort est toujours dans l'intérêt des États-Unis. C'est quand même incroyable ce qu'on a vécu à Davos, de voir quand même un président américain. Un dollar fort est dans l'intérêt des États-Unis, oui ou non. Les Américains ont su pratiquer le dollar faible pour relancer leurs exportations, sans le dire. De toute façon, avec duplicité. Vous savez, en réalité, quels instruments vous avez quand vous êtes un gouvernement pour peser sur le dollar? Que les mots, hein. Un mot aussi des GAFA, pardon, je voulais qu'on parle des GAFA avec vous. Vous en prenez aux GAFA, il nous reste quelques instants, qui sont aussi puissants que les États aujourd'hui, qui ne payent pas les impôts qu'ils devraient payer. Mais ça, c'est un élément parmi d'autres, il n'y a pas que ça. Bien sûr. Le défi qu'ils lancent aux États n'a pas de précédent dans l'histoire. Ouais. Il faut les démanteler, selon vous, mais on n'aura jamais Washington qui sera sur cette ligne-là. Ben, c'est ce que je crains. L'Europe est sur cette ligne-là. Ouais. L'Europe est exemplaire en la matière et la commissaire à la concurrence, de ce point de vue, fait un boulot admirable. On leur donne des amendes, pour eux, c'est des pécadilles, c'est des broutilles, non? Il y a un niveau d'amende qui n'est pas des pécadilles. Les contraintes de se séparer de certaines activités ne sont pas des pécadilles, mais ça peut être que des décisions mondiales. Ouais. Cela dit, l'administration Trump est moins dépendante des GAFA que ne l'était paradoxalement l'administration Obama. Car l'administration Obama, c'était la direction commerciale des GAFA. Ne serait-ce que parce que dans le système américain, les GAFA avaient financé la campagne du président Obama. De ce point de vue, les gens d'Hollywood et les gens de la Silicon Valley n'ont pas financé le président Trump. Ils ont du bon sens politique, mais de l'excès de pouvoir technique. Bon, voilà. À lire, évidemment, Une humble cavalcade dans le monde de demain. C'est signé Alain Minc et c'est aux éditions Grasset. Alain Minc est donc votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.